Président. Bonjour. Et aussi à mes côtés, Serine Diagne, directeur de publication du site Dakaractu. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Alors, Monsieur le Président, pour aller directement au but, vous avez récemment mené une médiation remarquée dans la sous-région durant la présidentielle sénégalaise entre les présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade. Quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à prendre une telle initiative et quelles ont été aussi peut-être les contraintes auxquelles vous avez été confrontés? Vous savez, je suis très lié au Sénégal. Lorsqu'on m'a arrêté, il y a eu des comités de soutien créés par les hommes politiques partout. Mais la particularité au Sénégal, c'est que c'est la population même qui s'est mobilisée. Et votre oncle Ousmane Ngom, qui était mon avocat, il m'a dit que c'est dans la rue qu'il a appris que j'ai été libéré. C'est la population qui a cru, on a libéré Alpha, on a libéré Alpha. Et je n'oublie pas non plus que le comité international créé par Albert Bourgi, accompagné par Babacar Touré, mes deux frères, ont fait l'essentiel des réunions à Dakar. Donc il était de Ewad était mon grand frère et Maki c'est mon jeune frère, ils sont très liés. Donc je ne peux pas, quand il y a un problème dans un pays comme ça, je ne peux pas rester indifférent. Mais vous savez, dans une médiation, l'essentiel est d'arriver à concilier les deux positions. C'est ce que nous avons fait. C'est vrai que l'incompréhension avait un tel niveau que là ne s'est pas passé sans difficulté, vous l'imaginez bien. Mais avec la volonté des deux parties à préserver l'essentiel, c'est-à-dire le Sénégal et la paix dans ce pays, nous avons pu arriver avec la bénédiction de Dieu au résultat que vous connaissez. Peut-on à ce sujet parler d'un protocole de Conakry et quels en sont les termes, Monsieur le Président? Non, ça c'est le journalisme. Moi, je pense qu'il revient plus tard au président Macky, président Wade, de dire exactement qu'est-ce qu'il peut dire au peuple sénégalais. Mon rôle est ce que j'ai fait, ça s'arrête là. Le reste, c'est pas moi à dire, c'est le président Macky et le président Wade qui pourront vous informer. Monsieur le Président, on va toujours parler de médiation. Vous avez joué un rôle majeur dans la médiation qui a sorti la Gambie de l'impasse et le départ de Yaya Jammeh en 2017, suivi de son exil en Guinée équatoriale. Quel a été, dans ce dossier, le rôle clé que vous avez joué? Est-ce que cela a été facile pour vous? Vous savez, au départ, Yaya Jammeh, on avait des très très mauvais rapports. Parce qu'à un moment donné, j'avais dit que l'attentat qui a été organisé contre moi au début de mon mandat, il y était pour quelque chose. Donc on avait des rapports très tendus. Puis progressivement, on avait deux points communs, chacun de nous a un franc-parler. Et progressivement, il a considéré que j'étais vraiment le président avec lequel il avait les meilleures relations. Donc on avait de très très bonnes relations. Lorsqu'il y a eu la crise, c'est moi qui ai proposé que le président Boari soit le médiateur. Les choses se compliquant, il n'était pas possible que la médiation du président échoue. Donc lorsque j'ai constaté qu'il y avait des difficultés, j'ai décidé de m'impliquer directement. Et comme le président mauritanien avait été, mais il avait quand même fait un certain travail, j'étais à Davos avec le vice-président du Nigeria. Je lui ai dit, bon écoutez, il faut que la médiation du président Boari réussisse. Donc je vais en Gambie. J'ai prévenu le président mauritanien, je me suis arrêté en Mauritanie pour le remercier, et m'a dit de m'accompagner. Vous savez, aucune action de cette nature ne sait être facile, comme le sont tous les domaines de l'État. Mais là également, le président Yaya Jammeh a été à l'écoute de son peuple. Il a dit, vous avez travaillé pour ce pays, est-ce que vous allez contribuer à détruire ce que vous avez fait, ou bien vous allez préserver la paix? Et il a été très raisonnable. Il a dit effectivement, un président, il est très important pour moi que la paix et la concorde règnent dans ce pays. Et donc, ce qui a facilité la médiation. Monsieur le Président, vous avez également été médiateur en Guinée-Bissau. Des accords ont été signés. Pensez-vous que la sortie de crise est proche? Bon, la Guinée-Bissau, ça n'a pas été facile. Parce que vous savez, la Guinée-Bissau, c'est un pays où les élections se passent toujours normalement. Mais après, c'est la suite. Et très souvent, très peu de présidents ont terminé leur mandat.
On a eu un très bon président, le président Malan Bakay, malheureusement, qui a été emporté par la maladie. Donc l'essentiel pour nous, et nous savons aussi le rôle que la Première République de Guinée a joué dans l'accompagnement du PAIGC dans la lutte de libération. Donc il était extrêmement important pour nous qu'il ait été désigné comme médiateur par la CEDEAO, qu'on réussisse. Évidemment, ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, aujourd'hui, les élections législatives se sont passées de façon transparente et dans le calme. Le Parlement va s'installer, je crois, ces jours-ci, et un nouveau gouvernement va être mis en place. Nous espérons que cette fois, cette crise qui dure depuis un bon moment, nous espérons être arrivés à la fin. De toute façon, nous allons continuer à accompagner nos frères de Guinée-Bissau afin que ce pays connaisse la paix, la stabilité et son développement. Vous êtes le garant des accords de Conakry. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Monsieur le Président, qu'on est un peu revenu dans ce pays au point de départ, puisque après les dernières législatives, c'est le Premier ministre Domingo Simões Pereira qui risque de revenir au pouvoir. Ne craignez-vous pas encore un blocage des institutions? Je crois que tout le monde doit respecter la volonté populaire. Le président Domingo ne s'est pas élu lui-même, c'est le peuple qui l'a élu. Et je pense que le président a félicité le PAIGC de sa victoire. Je ne pense pas qu'il puisse avoir de problème. Chacun, la seule souveraineté, c'est le peuple. Et le peuple s'est exprimé. Il revient donc à tous les hommes politiques de respecter le scrutin, le vote populaire. Ce que le peuple a, si le peuple a décidé que tel doit gouverner, être Premier ministre, chacun doit l'accepter. On évoque une éventuelle médiation au Burkina Faso entre le président Marc Kaboré et Zéphrin Diabré. Qu'en est-il exactement? Vous savez, le Burkina, c'est un pays où j'ai été souvent, au point qu'on me disait que vous êtes burkinabé depuis le temps de la France. On a venu à tenir le congrès là-bas. Et le président Roch était un camarade de la France. Diabré aussi nous a suivis. Aujourd'hui, ce qui est important dans ce pays, c'est que tout le monde doit se donner la main pour faire face au terrorisme. Parce que quand il y a le terrorisme, ça ne bénéficie à aucun parti politique. Donc je pense que nos deux frères ont été réceptifs à la nécessité d'avoir un dialogue pour unir leurs forces pour lutter contre le terrorisme. Justement, Monsieur le Président, on reste au Burkina. Dans ce pays vit une menace sécuritaire très grave avec des massacres sur fond de lutte intercommunautaire. On note les mêmes exactions au Mali avec le drame d'Ogo-Sagou. Est-ce que vous ne craignez pas une contagion sous-régionale de ces menaces-là? Et quelles sont les initiatives prises par l'Union africaine ou la CEDEAO pour juguler cette menace? Vous savez, ces peuples ont vécu pendant des siècles en harmonie. Les Dogons parlent Peul, les Peuls parlent Dogon, etc. Les Peuls parlent Mossi, au Burkina, etc. Donc la question qu'on doit se poser, pourquoi brusquement ces tueries, alors que ces peuples ont vécu pendant des siècles? Donc il nous revient à nous, chefs d'État de la sous-région, de répondre à cette question. Parce qu'il est évident que le terrorisme n'a pas de frontières. On dit que souvent que si la maison de voisin brûle, tu ne fais rien, ta maison va brûler. Donc il est du devoir des chefs d'État de la CEDEAO de réfléchir sérieusement, de ne pas se laisser manipuler, de ne pas tomber dans le piège qui nous est tendu. Parce que si ces peuples qui ont vécu pendant des siècles sans problème, brusquement s'entretuent, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que ce n'est pas un complot contre l'Afrique? Quel type de complot? Il est de notre devoir en tant qu'élus par ces peuples de trouver la réponse à cette question et de trouver des solutions. Je vous pose la question, comment ça se fait que ces peuples ont vécu pendant des siècles en harmonie et brusquement s'entretuent de façon aussi grave? Je vous pose la question. Est-ce que ce n'est pas tombé du ciel? Jusque-là, on a l'impression que l'Union africaine et la CEDEAO font preuve quand même, Monsieur le Président, de manque de leadership sur cette question très grave. Bon, je pense que nous sommes en train de nous concerter. Peut-être que vous avez raison, vu de l'extérieur. Mais je pense que nous sommes en train de nous concerter pour prendre des initiatives. Je pense que la CEDEAO prendra des initiatives. Bien sûr, il y a eu le G5 qui a été créé pour faire face. Mais aujourd'hui, les problèmes sont devenus complexes avec ces affrontements. Parce que tant qu'on avait affaire au terrorisme, on connaissait. Mais quand ça arrive au niveau des populations au Burkina comme au Mali, ça nous interpelle. Mais je pense que les chefs de la CEDEAO, nous saurons trouver des solutions, nous serons à la hauteur pour ne pas décevoir nos peuples. La Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal sont réunis au sein de l'OMVS.
La Guinée étant le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, est-elle prête à jouer son rôle de locomotive dans le développement énergétique dans la sous-région? Vous savez, nos prédécesseurs, les pères fondateurs, ont eu l'idée lumineuse de créer l'OMVG qui regroupe le Sénégal, la Guinée, la Gambie et la Guinée-Bissau, et l'OMVS qui regroupe le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée. La Guinée étant le château d'eau d'Afrique de l'Ouest ayant d'immenses potentialités en énergie hydraulique, il se devait de partager cela avec les pays voisins. C'est pas moi, ancien président de la France panafricain, qui ne va pas s'inscrire, même s'il n'avait pas existé, je me serais inscrit dans cette voie-là. Donc nos peuples ont besoin d'énergie, parce que sans énergie, on ne peut pas se développer. Sans énergie, nous ne pouvons pas transcender le matière première agricole et minier sur place. Donc il est fondamental que nous nous entraînons pour que ceux qui ont plus de possibilités partagent avec les autres. C'est pourquoi, dans le cadre de l'OMVS, nous partageons avec le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, et dans le cadre de l'OMVG, avec la Guinée, Bissau, la Gambie, et le peuple de Guinée est parfaitement conscient que nous devons, cette richesse que le peuple de la Guinée nous a donnée, ce n'est pas seulement à la Guinée, c'est à tous nos voisins. Donc c'est tout à fait normal que la Guinée joue le rôle de locomotive en ce qui concerne l'électricité à partir des barrages hydrauliques. Donc c'est un devoir du peuple de Guinée, c'est un devoir des dirigeants guinéens, et particulièrement moi qui ai un passé panafricain. Alors, Monsieur le Président, la Guinée et le Sénégal sont deux pays, mais un seul peuple avec des communautés fortement représentées, ça et là. Alors, quelle est votre lecture de cette situation et quelles sont les éventuelles contraintes qui peuvent exister entre les deux États? Vous savez, on dit souvent que la dent et la langue vivent ensemble, mais il arrive que la dent mord la langue. Je pense que le Sénégal et la Guinée sont liés par l'histoire, par le même peuple. Et il y a eu évidemment parfois des péripéties de l'histoire, bon, vous savez, entre Sékou Touré, Senghor, etc. Bon. Mais je pense que l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que les dirigeants sont des dirigeants panafricains. Même si Macky n'a pas été à la FENF, il a été quand même membre d'Andijef. Et Andijef, quand même, c'est la FENF. Quand on parle d'Anding ou de quoi, c'est la FENF. Donc, au fond, on a une même vision. Donc, il se peut qu'il y ait des problèmes. Nécessairement, il y a toujours des problèmes entre les États. Mais je pense que nous sommes Macky est un frère, un jeune frère, un ami. Nous nous consultons souvent. Donc, évidemment, il y a toujours des gens, particulièrement vous, les journalistes, qui cherchent toujours à créer des problèmes là où il n'y en a pas à inventer. Bon, mais c'est à nous, Quelle est actuellement la retour de vos relations avec le président Macky Sall? Mais franchement, Macky est mon jeune frère. Nous avons de très bonnes relations. Dernièrement, il y a eu une maladresse d'un standardiste, vous savez, bon, et vous avez fait beaucoup de bruit dessus, friture, etc. Moi, on en a rigolé, franchement, parce que ça n'a aucune importance. Hein. Moi, j'ai des très bons rapports avec le président Macky. Est-ce que vous connaissez un président africain qui a été passé des vacances dans un pays africain? Moi, j'ai été passer mes vacances au Sénégal. Alors que je pouvais aller les autres mois, on va voir en France, mais j'étais au Sénégal. Donc si je n'avais pas de bon rapport et j'étais au Sénégal, j'étais parti d'abord chez mon frère, le président Macky. Ah non, il faut que tu déménages à, comment ça s'appelle, Popenguine. Et à Popenguine. Donc il m'a très bien, je suis revenu passer du jour avec moi, etc. Et ma belle-sœur, sa femme, m'a fait des très beaux boubous, au point qu'on se moque de moi en disant ta femme habille mieux le président Alpha que toi-même. Ben évidemment, je ne suis pas gros comme lui, donc je suis plus mince. Donc c'est pas que. Donc ma belle-sœur arrive à bien m'habiller. Je me moque de lui en disant ma belle-sœur m'habille mieux que toi, mais tu n'as qu'à faire du sport et être comme moi. Donc, Monsieur le Président, votre pays, on le sait, regorge de potentialités économiques et attire donc beaucoup d'investisseurs étrangers, les Chinois notamment. Mais quelle initiative prenez-vous pour attirer aussi des entrepreneurs africains et leur offrir des opportunités de business en Guinée? D'abord, moi, j'ai toujours privilégié la coopération sud-sud, la coopération entre les pays africains. N'oubliez pas que la FENF avait deux principes, l'indépendance et l'unité africaine. D'où notre symbole
le genre, si tous les fils du royaume venaient de leurs mains assemblées, boucher les trous de la jarre, percer le pays serait sauvé. Donc je privilégie toujours. Mais pour le moment, évidemment, nous avons sérieusement de problèmes, nous n'avons pas encore les moyens au niveau des Africains d'investir parce que nous ne favorisons pas. Mais ici, il y a des investisseurs sénégalais qui viennent. Bon, donc nous privilégions, mais nous avons des richesses, notamment la bauxite, le fer, etc. Le principal consommateur, c'est la Chine. Bien sûr, il y a des enseignements chinois ici, mais il n'y a pas que les Chinois. Et souvent, quand vous prenez la bauxite, par exemple, vous avez des Américains depuis 1963 à Kamsa, et vous avez les Russes viennent avant mon arrivée à Fria, à Kindia, et depuis mon arrivée aussi à Djangiang. Vous avez Abu Dhabi avec sa société Mubadala qui se trouve à Sangaredi. Vous avez des Anglais à Lufer, à Boufa. Vous avez des Indiens, comment s'appelle la société, à Chapura, qui est là. Et hier, j'ai reçu des investisseurs coréens. Tout ce qu'ils veulent investir pour développer nos mines, nous sommes d'accord. La Guinée a plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite, et quand je suis arrivé, on ne faisait que 13 millions de tonnes. C'est-à-dire on produisait à peine 7% du marché, alors que logiquement, on aurait dû être le premier producteur. Aujourd'hui, nous sommes le premier fournisseur de la Chine, le troisième producteur, mais s'il peut être à dire d'ici 2 ans, nous serons le premier producteur. Mais dans notre coopération, nous devons toujours privilégier les intérêts fondamentaux du peuple de Guinée, notamment l'emploi et le transfert des technologies. Dans tous nos partenaires, puisque vous parlez des Chinois, dans nos coopérations, ils doivent, le contenu local oblige à ce qu'on privilégie les travailleurs guinéens, sauf dans le domaine où nous n'avons pas de spécialistes. Deuxièmement, quelles sont d'activités comme le transport, etc., et la sous-traitance soient réservées aux Guinéens, mais surtout qu'il y ait un transfert de technologie. La preuve, si je prends le barrage de Soapiti par exemple, des jeunes Guinéens sont partis aux Trois Gorges être formés. Si vous allez à barrage de Soapiti aujourd'hui, ce n'est pas les Chinois qui vont vous guider, c'est des jeunes Guinéens, notamment des jeunes filles. Donc pour nous, il est extrêmement important que les investisseurs qui viennent dans une coopération gagnant-gagnant, mais que ça donne du travail aux Guinéens, donc l'emploi, que ça permette aux petites et moyennes entreprises guinéennes de se développer, mais surtout qui permette à la jeunesse guinéenne de maîtriser les technologies afin que demain nous nous passions d'assistance à ce que toutes ces entreprises soient dirigées par des Guinéens. C'est ça, donc, nous avons comme politique. Mais j'ai dit à Abidjan, si vous vous rappelez, j'ai dit que les hommes politiques africains doivent faire confiance aux hommes d'affaires africains. Parce que souvent, nous avons le complexe en pensant que ceux qui viennent de l'Occident sont mieux. Donc, nous avons aujourd'hui de grands hommes d'affaires. Et j'ai dit publiquement à un débat où j'étais avec le président Alassane, le président Macky, vous vous rappelez. Bon, tout le monde se rappelle, parce que j'ai dit qu'il faut couper le cordon ombilical. Mais je n'ai pas dit que ça. J'ai dit aussi que nous devons ne pas avoir le complexe d'excès. Nous devons favoriser les hommes d'affaires africains. Mais eux aussi doivent se regrouper, se renforcer, créer des grandes banques, etc. pour pouvoir concurrencer. Alors, Monsieur le Président, on sait que vous êtes un homme de dialogue. À quel niveau de dialogue êtes-vous avec l'opposition en Guinée, d'autant plus qu'on sait qu'elle s'est regroupée au sein du Front National? Vous savez, de dialogue, ce n'est pas une opposition. Moi, il y a un cadre de concertation. C'est dans ce cadre-là que se passe le dialogue. Moi, je suis président, je suis la mêlée, je suis président de tous les Guinéens. Il y a un cadre de concertation. Logiquement, c'est là-bas que toutes les questions doivent être discutées. Puis on a mis ce cadre en place. Je pense qu'ils ont fait, il n'y a pas d'énervement. Que ce soit des problèmes politiques ou des problèmes d'élection, tout est discuté dans ce cadre où nous retrouvons mouvement présidentiel d'opposition, mais aussi avec les partenaires étrangers qui assistent à ces réunions, que ce soit des partenaires africains ou européens ou américains ou chinois. C'est-à-dire le corps diplomatique qui est là participe à ces discussions. Donc il y a un cadre de dialogue. Et si chacun respecte les règles institutionnelles et le fonctionnement de la démocratie, c'est d'abord que le problème doit se régler. On parle de l'adoption d'une nouvelle constitution, Monsieur le Président, qui est agitée ici et là. On parle même peut-être de l'idée de référendum. Évidemment, l'opposition n'est pas d'accord avec cette initiative. En tant que président de la République, est-ce que vous comptez vous mettre au-dessus de la mêlée? Vous savez, le président de la République est le principal garant des institutions. Mais la souveraineté d'un pays appartient au peuple. Donc seul le peuple peut décider. Quelqu'un ne peut pas se mettre à la place du peuple. Moi, j'observe, mais
je suis le principal garant de la défense des institutions. Alors je rigole un peu quand je vois des gens, ou bien je vais me mettre avec eux alors, puisqu'ils veulent être de grade. Mais ce qu'on oublie, c'est que la souveraineté appartient au peuple. Et seule la volonté populaire s'impose à tout le monde. En tant que démocrate, c'est mon point de vue. Donc je laisse les gens débattre. Il devient un peuple de Guinée, s'il veut changer une nouvelle constitution ou pas, c'est le droit du peuple de Guinée. Moi j'observe et j'écoute. Mais il n'appartient à personne de nier au peuple de Guinée le droit de faire une constitution ou d'adopter une constitution qu'il veut. Et si cette constitution ouvrait la voie à un troisième mandat, monsieur le président de la République? Mais s'il y a une nouvelle constitution, il n'y a pas de troisième mandat. S'il y a modification de la constitution, il y a troisième mandat, mais s'il y a une nouvelle constitution, il n'y a pas de troisième mandat ou pas. Je pense qu'il ne faut pas, juridiquement, il ne faut pas. S'il y a une nouvelle constitution, c'est-à-dire la constitution, s'il y a une nouvelle constitution, mais quand vous avez, la France est la 5e République, est-ce que quand on est passé à la 4e République, à la 5e République, il y a eu troisième mandat? Non, c'est une nouvelle République. C'est tout. Monsieur le Président, dans un communiqué paru hier, l'ONG Human Rights Watch demande à la Guinée de créer un panel spécial de juges chargés d'enquêter sur le comportement des forces de sécurité, accusées de s'être livrées à des actes illégaux lors de manifestations. La question est, quelle est la situation des droits de l'homme à Guinée depuis votre arrivée au pouvoir? Vous savez, la Guinée ne fonctionne pas en fonction de ce que pense telle ONG ou telle chose. Vraiment, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Moi, j'étais par le peuple de Guinée, je suis ressembleur du peuple de Guinée, c'est le seul que je rencontre. Je pense que personne ne peut nier que depuis mon élection, la situation des droits de l'homme a totalement changé. Mais ceux qui critiquent les forces de l'ordre, s'ils sont honnêtes, pourquoi ils ne vont pas jusqu'au bout? Et c'est quand des gens manifestent au Sénégal, ils viennent avec des frondes, ils viennent avec des coups-coups, ils viennent avec les lance-pierres. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle la section cailloux? Donc quand des gens qui manifestent viennent avec des fusils de chasse, viennent avec des frondes, face aux forces de l'ordre, vous voulez que les forces de l'ordre se croisent là-bas? Donc ça me fait rire cette organisation. Parce qu'ils parlent des forces de l'ordre, mais ils ne parlent pas des manifestants qui utilisent la violence contre les forces de l'ordre. Le droit de manifester est un droit fondamental. Mais la liberté, votre liberté ne doit pas mettre en cause la liberté de l'autre. Lorsque les manifestants se mettent à casser des véhicules des pauvres passants qui passent, à casser leurs maisons, à prendre leur téléphone, casser leurs motos, vous voyez que les forces de l'ordre se croisent les bras. Honnêtement, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Sincèrement, ce n'est pas mon problème. Parce que si j'étais, je les ai pris s'ils étaient objectifs. Mais lorsque les manifestants sont violents, les forces de l'ordre doivent se croiser les bras. Donc honnêtement, ils m'envoient ce qu'ils veulent, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas eux qui vont me dire en Guinée ce qu'ils doivent faire, c'est le peuple de Guinée qui me dira et le peuple africain. J'ai des comptes à rendre au peuple guinéen, des comptes à rendre au peuple africain, pas à ces ONG. Monsieur le Président, une toute petite question. De quelle Afrique rêvez-vous? L'Afrique de ma jeunesse, c'est-à-dire une Afrique unie, où il n'y a pas de frontières. Et si l'Afrique est unie aujourd'hui, nous serons la première puissance du monde. Pourquoi? La Chine a été l'usine du monde, pour la raison que la main-d'œuvre n'était pas chère. Aujourd'hui, dans le développement de la Chine ne peut plus compter sur le commerce extérieur. Il faut développer, il faut augmenter le pouvoir d'achat des populations. Donc ça veut dire que la main-d'œuvre sera de plus en plus chère. Nous avons les matières premières, mais on n'avait pas le savoir. Aujourd'hui, nous commençons à maîtriser le savoir. Les jeunes Africains n'ont rien à envier aux jeunes Européens ou Américains en ce qui concerne les start-up, en ce qui concerne de nouvelles technologies. Nous avons une main-d'œuvre moins chère que la Chine. Donc, en toute logique, c'est l'Afrique qui deviendra demain l'usine du monde. Mais nous ne voulons pas être l'usine du monde pour le monde, nous voulons être l'usine pour l'Afrique et pour le monde. Ça veut dire transformer nos matières premières sur place pour nous-mêmes, mais aussi vendre nos produits finis à l'extérieur. Et cela n'est pas possible si les Africains ne se donnent pas la main, si on n'a pas un marché commun. Et je suis d'autant plus heureux aujourd'hui que nous avons la zone de libre-échange africaine qui a été adoptée. Ça veut dire la prise de conscience. Et je prends un seul cas, je prends la bauxite.
Comme on dit la Chine. Mais l'Afrique consomme peut-être autant de bauxite que la Chine. Regardez, avant, on faisait des portes, des fenêtres en bois. Aujourd'hui, c'est de plus en plus en aluminium. Ça veut dire que l'Afrique, si nous sommes ensemble, nous serons un marché plus grand pour l'aluminium que même la Chine. La toute dernière question, Monsieur le Président. Quelle image voulez-vous que le peuple guinéen garde de vous pour la postérité? Vous savez, ce que pour moi, le peuple guinéen comme le peuple africain, c'est la même chose. Qu'on dise que j'ai été fidèle à mes idées de jeunesse, d'étudiant. Voilà qui met un terme à cet entretien. Une fois de plus, Monsieur le Président Alpha Condé, nous vous remercions infiniment d'avoir accordé cet entretien au groupe Futur Média, représenté ici par le directeur de l'Observateur Alioune Badara Fall, et par moi-même, Bakaba, journaliste à la TFM, et par mon confrère Serigne Diagne de Dakaractu. Merci. Ce que je souhaite, c'est que vous promenez un peu, vous écoutez la population, vous voyez, oui, un peu discuter avec les gens, savoir qu'est-ce qu'ils pensent, non pas ce qu'on met sur les réseaux sociaux ou autres, etc. Pour que prendre le pouls de la population, parce que ce qui compte dans un pays, c'est le peuple. Merci.